Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons aujourd'hui le privilège et le plaisir de nous entretenir une fois de plus avec Madame Nakana Kadiatou Diakité. Madame Diakité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci à vous de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur le thème « Faut-il restituer les biens culturels africains ?» Mais avant de rentrer dans le détail, nous allons peut-être brosser un peu votre curriculum. Vous êtes consultante en ingénierie culturelle. Vous êtes également curatrice indépendante en art contemporain et en iconographie africaine. Vous êtes conférencière sur les sujets liés à la géopolitique de l'art. Et vous enseignez actuellement le module International Emerging Arts Markets au sein de l'École des Arts et de la Culture à Paris. Vous êtes aussi membre d'honneur du Carrefour des cultures africaines et membre de l'Institut Afrique Monde. C'est à peu près ça. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il faut entendre par, déjà, restitution des biens culturels en Afrique, ou aux Africains, si vous préférez? Écoutez, merci de me recevoir sur un sujet épineux qui a fait couler beaucoup d'encre, qui suscite beaucoup de passion, à juste titre, et qui fait l'objet d'une joute sur la sphère publique, avec des enjeux politiques en cours. Il faut aussi se rappeler que cette question de restitution de biens culturels ne concerne pas que le continent africain. D'autres lieux, comment dirais-je, ont été confrontés à cela. L'Asie, l'Amérique aussi, l'Italie. Donc ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question récurrente. Aujourd'hui, on va dire que le continent africain, qui constitue 54 pays, avec plus d'1,2 milliard personnes, s'en empare. Il était temps. Restitution, biens culturels. J'avoue que je ne pourrais apporter qu'une contribution modeste. Quelques éclairages et tout au plus un témoignage, parce que le sujet est vaste. Et que les personnes, en fait, légitimes à véritablement aborder cette question et à trouver des solutions, n'ont pas nécessairement voix au chapitre. Je parle des dépositaires véritables de ces objets, de ces artefacts qui se trouvent pour la plupart dans les musées, dans les collections privées, et qui les ont, comment dirais-je, fabriqués, créés à dessein. Avant d'arriver à la notion de bien culturel, il faut étudier, en tout cas aborder, le champ sémantique et l'évolution. Comment en est-on arrivé à cette notion de bien culturel? De quoi il s'agit? Il s'agit pour la plupart cela concerne ce qu'on appelle notre art classique, qui se trouve dans ces musées, qui était considéré il y a quelques siècles comme des objets de curiosité. Ensuite, ils ont changé de statut et sont devenus des objets ethnographiques, des objets d'étude, lorsque les explorateurs sont arrivés pour en recueillir ou spolier, ou différents termes sont possibles, parce qu'on les a recueillis soit par le don, soit par la spoliation, soit par la vente aussi. Et d'objets ethnographiques, les années 30 sont passées par là avec le primitivisme, avec l'art moderne, avec la reconnaissance par les artistes comme Picasso et d'autres, et qui les ont fait basculer un petit peu dans le champ sémantique de l'objet d'art. Ensuite, quelques évolutions, et les enjeux politiques s'en mêlant, nous parlons maintenant de biens culturels au-delà de la question de l'objet d'art. Est-ce que le terme restitution correspond? C'est parce que nous parlons de biens culturels que nous parlons de restitution. Si nous parlions d'œuvres d'art, peut-être que nous ne l'évoquerions pas. Bien culturel veut dire patrimoine culturel. Donc il y a une propriété d'un lieu historique et une question d'identité.
Donc lorsqu'on a une part de son identité ailleurs, eh bien on est coupé de soi, on est coupé de quelque chose. Et c'est à ce moment-là que la question du retour pose question. Mais en continuant dans le même sens, on sait que le 6 octobre 2020, donc il y a quelques temps, il y a une loi qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale en France qui prévoit justement la restitution des biens culturels au Bénin, on parle de 26 œuvres, et au Sénégal concernant justement le fameux sabre de El Hadj Oumar Tall, qui avait été prêté déjà à 2 ou 3 reprises au Sénégal pour une durée normalement de 5 ans, mais finalement cette fois-ci elle va rester au Sénégal. Est-ce que c'est pas déjà peut-être une avancée dans le sens de l'ouverture et du retour de ces biens culturels-là? Parce qu'on sait aussi par ailleurs que justement le président français Macron en novembre, le 26 novembre 2017 à Ouagadougou, avait justement fait une déclaration où il s'engageait quelque part à aller aussi dans ce sens-là. Donc est-ce que ce projet de loi, ou ce n'est même plus un projet de loi, cette loi qui est passée, est-ce que ça va permettre un retour plus facile des œuvres déjà en France? Parce qu'on sait qu'au niveau du quai Branly-Jacques Chirac, on en a une grande quantité. Mais comme vous le dites, ça ne se limite pas en Afrique pour la restitution, mais ça ne se limite pas non plus en France pour les biens africains. On sait qu'il y en a en Belgique, on sait qu'il y en a dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? C'est une avancée certaine. Volonté politique et puis cadre légal. Ce sont les deux moyens essentiels pour débuter. Pour en arriver là, il a fallu une lutte de plusieurs acteurs culturels. Il a fallu, ce que je disais tout à l'heure, une joute sur la sphère publique. Il a fallu être assez revendicatif. Il a fallu donner des arguments forts pour en arriver là. Après, effectivement, le fait que un pays fasse une avancée aidera nécessairement les autres pays à faire ce pas-là. Ensuite, il est aussi du devoir de nos États de permettre aussi ce retour. En quoi faisant, par exemple? Déjà en identifiant ce qui est essentiel au patrimoine. Et au patrimoine. En identifiant très précisément, très clairement, en permettant aussi un cadre légal qui puisse permettre de retourner et que cela ne se retrouve pas dans le second marché, parce que c'est une réalité aussi de pièces qui peuvent se retrouver dans le second marché, c'est-à-dire qui sont revendues par ailleurs. Donc ça, c'est un premier pas à effectuer. Il faut aussi que de nos côtés, il y ait une volonté politique très claire, et dans le secteur privé aussi, c'est très important. Parce que retourner dans les biens, on va dire, de l'État éventuellement, mais le secteur privé aussi via les collections, parce que les œuvres ne se retrouvent pas que dans les musées. Il y a énormément de collections privées, et je dirais même peut-être qu'il y a plus de biens dans les collections privées que dans les musées. Donc il est peut-être aussi temps pour nos acteurs de permettre le retour aussi dans la sphère privée, mais tout dépend pourquoi, pour quel objectif. Parce que s'il s'agit de retourner pour retourner et que nous n'avons pas réfléchi à la manière de les, comment dirais-je, de les accueillir et qu'ils servent comme outil éventuellement de transmission ou autre, cela pose question. Bon, techniquement, ça veut dire qu'il faut bien évidemment des spécialistes de la question, mais de manière triviale et simple, si c'est une réappropriation ou une appropriation de nos biens culturels, ça veut dire qu'ils font partie de notre patrimoine culturel, dans l'absolu, j'ai envie de vous dire, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, vraiment dans l'absolu. Mais maintenant, est-ce que, vu justement, parce qu'il y a aussi un contexte tout autour de l'art, parce qu'on parle de biens culturels, il y en a d'autres qui parlent d'œuvres d'art, la frontière n'est pas facile à dessiner.
ce qui a été dit un peu plus tôt concernant le quai Branly-Jacques Chirac, c'est récent, d'accord, ça s'est passé cette année, il y a quelques semaines, mais on sait que dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 70 déjà, il y avait un musée en Belgique qui était consacré à l'Afrique centrale, qui avait restitué une centaine d'œuvres sur à peu près 121, 122 œuvres. Donc ce n'est pas non plus une première. Mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, les Africains ont besoin de se réapproprier d'une certaine manière leur histoire pour pouvoir justement construire leur avenir. Donc est-ce que le fait de dire en Afrique, vous n'avez pas forcément les structures adéquates, vous n'avez pas forcément le cadre légal adéquat, sont des raisons qui peuvent suffire à justifier la détention de ces biens culturels-là à l'étranger? Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un déplacement géographique d'une pièce dans un lieu vers un autre. Effectivement, si nous ne partons que de la conservation, ils peuvent évoquer comment dirais-je, cette possibilité de meilleure conservation dans un lieu avec des structures qui ne soient pas adéquates, etc. Mais ça ne tient pas, le propos n'est pas là. Le propos n'est pas là. Je crois qu'il y a une véritable réflexion à mener, encore une fois, auprès des véritables dépositaires de ces pièces. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que peuvent-ils, comment dirais-je, en faire? Qu'entendez-vous par dépositaire de ces pièces? Derrière chaque artefact, il y a une personne qui l'a conçu. Dans une communauté, une personne qui l'a conçu pour un objectif précis. D'accord. Supposons que l'objet revienne, que l'œuvre revienne, que le bien revienne. Quelle est sa place dans la communauté? Qu'en pense-t-il? Que peuvent-ils en faire? Il y avait eu à un moment une petite enquête là-dessus, avec différentes appréciations. Certains disaient, eh bien pour nous, ça ne reste que des enveloppes vides, que de la décoration. Furukolangolo. Parce que pour eux, plus que l'objet, c'était la parole qui était perdue. Et le fait, en fait, que l'objet soit coupé de son lieu, coupe la transmission de la parole. Parce que pour eux, ce ne sont que c'est l'immatériel. C'est ce qui génère. Ce ne sont que des supports. Et sinon, cela devient des objets perdus, une parole perdue et des êtres perdus. Ces objets, pour certains, ne sont que des supports. Donc l'intérêt du retour dans le lieu qui les a générés, c'est de pouvoir retrouver cette langue, ce verbe qu'il a mis en œuvre et qui compte plus. Est-ce qu'on ne considère pas aussi, à tort ou à raison, que certaines de ces œuvres-là dégagent, on va dire, des énergies positives ou négatives, mais dégagent un certain nombre d'énergies qui, dans l'entendement, en tout cas communautaire et dans certaines zones, peuvent amener la stabilité, parce qu'on sait qu'il y a des objets qui, de par leur nature, et qui sont parfois même réalisés par un ensemble de personnes, protègent par exemple la cité ou toute la zone. Maintenant, vrai ou faux, le fait de s'y attacher, de toute manière, aura un impact psychologique sur ces peuples-là, et le fait de leur exproprier de ces biens-là, sur le long terme, a forcément eu des conséquences. Donc, est-ce que, quelque part, demander aussi un retour de ce type de biens, qui peuvent être ce qu'on appelle par exemple ici les bolis, j'ai vu aussi, passant, qu'il y a une œuvre qui était en cours de réalisation, qui s'appelle Le vol du boli, si je ne me trompe pas, avec Abderrahmane Sissako, etc., qui est plus ou moins mise en œuvre. Mais ces choses-là, encore une fois, vrai ou faux, ont de la valeur. Et quelle est la place, quelle est la valeur réelle de ces objets dans un musée, par exemple, ou au quai Branly, par exemple, Jacques Chirac, de voir un boli du pays d'Ogon installé là-bas? Bon, pour satisfaire la curiosité du maximum de personnes, d'accord, mais hormis ça, quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Lorsqu'on change de lieu, on change de champ sémantique. Dans un musée comme le quai Branly, ils sont présentés comme des œuvres d'art. Donc ils ont le même statut que les autres œuvres d'art. Il y a eu tout un cheminement pour arriver là.
pour les personnes, comment dirais-je, qui ont généré ces artefacts, c'est pour ça que je parle d'artefacts, ils sont loin d'être des œuvres d'art. Donc lorsqu'on change de lieu, on change de champ sémantique, et je dirais presque qu'il y a une appropriation culturelle dans ces lieux-là. Une terminologie qui vaut dans ces lieux, mais qui ne vaut pas dans les lieux qui les ont générés. Donc c'est quoi la différence l'un n'exclut pas l'autre entre une œuvre d'art et un bien culturel? Est-ce qu'une œuvre d'art est un bien culturel? Est-ce qu'un bien culturel est une œuvre d'art? L'un n'exclut pas l'autre. D'accord. L'un n'exclut pas l'autre. Tout dépend de l'objet, en fait, de l'objectif. Tout dépend du lieu aussi. Je vais prendre par exemple un exemple concret concernant, malheureusement je n'ai pas l'image ici, du Déblé Sénoufo. Une statuaire qui a beaucoup influencé les modernes et qui est, il y en a une qui est considérée comme les plus belles et comme un chef-d'œuvre. Lorsque j'ai interrogé les personnes, en tout cas ce milieu-là d'où il a été généré, c'était étrange parce que pour eux, ce qui était intéressant, c'est que la symbolique étant très forte, finalement, la sacralisation n'a pas changé. Il est toujours aussi sacré dans un lieu autre, puisqu'on déambule dans les musées pour aller le voir. Je dirais presque qu'en Occident, aujourd'hui, il n'y a rien de plus sacré que les œuvres d'art. Donc, quelque part, il y a une jonction. Mais au-delà de ça, ça reste aussi, encore une fois, comme il disait, un robot sans pile. Juste un matériau. Ce qui compte, c'est comment le concevoir. Est-ce qu'on a perdu la notice pour le concevoir? Comment? Alors, il ne s'agit pas de l'activer, mais d'en comprendre le sens. Ce sont des archives. Lorsque l'on se promène dans ces musées et dans ces collections, j'ai la sensation d'être dans une bibliothèque, mais dont on ne connaît pas, dont on n'arrive pas à déchiffrer. Donc ce sont des livres et qu'on n'arrive pas à décoder. Et il n'y a que les personnes qui les ont générés qui sont en mesure de les décoder. D'où le retour nécessaire pour leur permettre de décoder et de transmettre. Il n'est pas dit qu'ils ne puissent pas être décodés ailleurs, mais il faut pouvoir les décoder avec la langue d'origine. Voilà. Alors si avec le digital on peut permettre de les décoder, pourquoi pas, mais il y a une présence physique indispensable des centres de recherche pour que nous continuions à les décoder, parce que ça reste des savoirs. On perd notre savoir. Un adonia, comme on dit, on le perd. Donc ce sont des objets d'étude. Qu'importe leur énergie, qu'importe ce qu'ils peuvent représenter, ça reste des objets de savoir, ça reste notre patrimoine, et donc nous sommes obligés quand même de nous en soucier et ne pas laisser l'autre le faire à notre place. Il est de notre responsabilité de décoder, de déchiffrer et de transmettre ce savoir au monde. D'accord. Et toujours dans le même sens, ces œuvres originales, voire même originelles pour certains, et sont, on le dit, hein, sont spoliées ou ont été parfois obtenues avec un consentement en tout cas vicié, pour ne pas utiliser le terme de vol ou de pillage. Donc pour les œuvres d'art, on sait qu'il y a la loi protège les œuvres d'art, qui fait qu'il y a une sorte d'incessabilité et d'inaliénabilité par rapport à ces œuvres-là. Mais concernant les œuvres d'art qui ont été pillées, à ce moment-là, il faut peut-être réouvrir une page de l'histoire et voir comment déjà demander un retour de ces œuvres-là. Je ne parle pas de celles qui ont été achetées en bonne et due forme, quoique ça me paraît difficile parce qu'à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y avait encore des certificats d'authenticité, mais celles où c'est carrément prouvé, là pareil, j'ai vu un autre chiffre, on nous dit que sur à peu près ils ont dit entre 70 000 et 80 000 œuvres qu'il y a, par exemple, au Quai Branly, c'est le cas que j'ai étudié, il y en a 46 000 qui sont considérées comme des œuvres sans réelle traçabilité. On ne sait pas comment elles sont arrivées là. On ne sait pas si elles ont été achetées, on ne sait pas si elles ont été pillées, on ne sait pas si elles ont été volées. Toujours est-il que c'est des œuvres d'art, mais on connaît les origines, on sait à quel peuple cela se rattache. Donc, pour ces œuvres-là, est-ce que le plus simple, ce n'est pas simplement
de les restituer, même si ça paraît trop simple. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire quelque part, c'est que bien que faisant partie du patrimoine mondial aussi, une fois qu'on restitue ces œuvres aux légal propriétaires, quel que soit, encore une fois, ce qu'ils vont en faire, j'ai envie de dire, c'est leur problème. C'est leur problème dans la mesure où, quelque part, ça leur appartient. Si on veut réellement aller sur cette notion de propriété de l'art et de l'œuvre d'art elle-même. Donc, est-ce qu'il ne faut pas arriver à trouver une sorte de système qui va nous permettre, pas par un coup, bon, c'est bien déjà, par exemple, le cas du sabre du Sénégal, c'est une très bonne chose, mais par 1, 2, 3, une vingtaine, une trentaine, alors qu'on parle de centaines de milliers d'œuvres africaines qui sont dans des musées à l'étranger. Il n'y a pas de redevance qui est payée, en plus, par rapport à ces œuvres-là. Donc ça pose un certain nombre de questions. En gros, je vais parler de manière un peu absurde, mais vous n'êtes pas capable de protéger ces œuvres d'art-là, ça a de la valeur, vous ne pouvez pas, vous êtes des peuples un peu en retard par rapport à nous. Nous, on a les structures pour le faire. Ce qui peut être vrai dans l'absolu, hein, parce que avoir un musée, garder les œuvres dans un certain nombre de conditions pour qu'elles ne se détériorent pas, pour les restaurer et autres, ça demande des moyens. Mais, ce qui n'est pas plus simple, vu qu'il y a justement des coopérations entre ces différents pays-là dans tout type de domaine, de nous accompagner justement pour mettre ce type de structure en place, ce type de musée en place ici, pour qu'on ait nos propres œuvres, mais chez nous. Parce que s'il faut faire 5000 km, je suis désolé, pour un Sénégalais ou pour un Malien, pour aller en France, regarder une œuvre Sénoufo, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt non plus. Vous soulevez beaucoup de questions intéressantes et assez pertinentes. Il nous faut d'abord être créatifs. Qui dit que la structure muséale est l'idéal pour recueillir ces œuvres? Personne. On peut avoir une maison du patrimoine. Nous avons des banques culturelles. L'ICOM a beaucoup travaillé sur la question. Il y a eu des initiatives privées pour savoir quel est le meilleur accueil et sont les meilleures, même pas structures, dans quelles conditions nous allons les accueillir et les faire, comment dirais-je, les utiliser comme moyen d'instruction. Il n'est pas dit que le musée soit la meilleure solution. Donc nous devons être créatifs et trouver nous-mêmes les solutions à cela. Il ne s'agit pas d'une transposition d'un lieu à un autre. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dit concernant la traçabilité des pièces? Oui, c'est une question. La volonté politique. Lorsque le cadre juridique n'est pas là, la volonté politique se met en place pour le créer. L'UNESCO a beaucoup travaillé à travers la Convention 70 sur le trafic illicite des biens culturels pour essayer de protéger sur le plan international ces biens qui constituent quand même une manne financière considérable en temps de guerre. Après le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic humain, vient le trafic de biens culturels qui est utilisé comme monnaie. Donc sur ce plan-là, je félicite en tout cas les travaux de l'UNESCO en ce sens-là et Interpol aussi, qui a une liste rouge concernant le trafic, concernant ces biens qui font l'objet de trafic. Mais ça, excusez-moi de vous couper, mais ça c'est récemment. Non, déjà quand 70. Je dis récemment, oui, quand je dis récemment, je veux dire ce siècle et le siècle précédent. Mais on sait que ça a commencé depuis le XVIe siècle, cette histoire, et parfois même avant. Alors, quand vous parlez de cela, on ne peut pas évoquer que le continent africain, ça c'est une réalité historique partout. En temps de guerre, il y a spoliation, en temps de conquête, il y a spoliation, ça fait partie de l'histoire humaine. Voilà.
Après, à chaque peuple de trouver les solutions pour essayer de préserver au maximum, pour essayer de garantir au maximum à sa population la préservation de ses biens. Ma foi, vous dites il y a quelques siècles, je remonterai encore plus loin. C'est une réalité humaine, c'est une réalité historique, voilà. Et cela concerne tous les peuples. Nous parlions du trafic illicite de biens culturels, du travail de l'UNESCO en ce sens-là, et je reviendrai encore sur la notion de l'inventaire, de la nécessité d'inventaire, parce que vous nous dites quel bien doit retourner et quel bien ne doit pas retourner, voilà, de manière triviale. Il y a une nécessité d'inventaire de chaque État, de chaque peuple, sur ce qui est déjà indispensable, de ce qui est nécessaire, et de qu'allons-nous en faire. Il y a un véritable travail de recherche là-dessus. Parce que le changement de lieu seul, à mon sens, n'a pas de véritable intérêt si cette réflexion n'est pas menée auparavant auprès des populations, si cette réflexion en termes d'éducation, en termes de pédagogie et de véritable réflexion sur la place et le champ sématique et la signification que l'on donne à ces pièces. Doit-on les traiter comme des œuvres? Doit-on les traiter comme des archives? Quel est leur impact sur notre devenir? Ce sont des questions à mener par nos chercheurs, par nos historiens, par nos hommes de tradition aussi. Il peut y avoir un conseil là-dessus. Nous parlons d'Afrique, mais n'oublions pas que c'est toujours un patrimoine et un legs pour l'humanité. Les hiéroglyphes aujourd'hui appartiennent à tout le monde. L'Égypte ancienne et l'Égypte actuelle n'a rien à voir, mais tout le monde se sent, comment dirais-je, héritier de ces hiéroglyphes. Il a fallu les déchiffrer. Donc aujourd'hui, nous devons réapprendre à déchiffrer ces artefacts pendant que les personnes sont encore là, parce que tout disparaît. Mais on dit que, parce qu'on parle de biens culturels, tout à l'heure dans nos propos, on dit que ça peut aussi servir à certaines communautés. Donc ça peut être un bien culturel qui est aussi un bien cultuel, parce qu'on peut l'utiliser pour des cultes. Et dans ces cas précis-là, est-ce que parfois, parce que il est possible peut-être de faire une copie de l'œuvre, peut-être que ça n'aura pas la même valeur historique, peut-être que ça peut avoir la même valeur spirituelle. Toutes ces questions c'est des choses qui restent en surface, mais qu'on n'arrive pas à traiter au fond, parce que, comme on le dit, un peuple sans histoire, on va où? Alors là aussi, c'est une question de concept. La question de la copie n'est pas du tout perçue de la même façon dans un lieu ou un autre. La question de la copie dans beaucoup de communautés n'a pas d'impact, puisque ce qui compte, c'est la parole. Donc, tant que la parole est là, on peut en faire autant que l'on veut, tant que celui qui a été identifié comme l'initié, qui est en mesure de le réaliser, a le savoir-faire nécessaire et le savoir pour le mettre en œuvre. Mais si cet initié n'est plus là, si cette parole n'est plus là, si ce savoir-faire n'est plus là, pour eux, finalement, c'est ce qui compte. Ce n'est pas la répétition des pièces. Les pièces, ces biens culturels-là, sont aussi des outils de transmission. Parce que pour les initiés, lorsqu'on lui présente le modèle et qu'on lui explique juste les étapes à suivre, c'est beaucoup plus simple que lorsqu'il faut qu'il refasse carrément un nouveau modèle, qu'il refaçonne, et ensuite on lui explique. Peut-être qu'entre-temps, la personne qui doit l'initier ne sera effectivement même plus là. Donc il y a tous ces problèmes-là aussi qu'il faut peut-être prendre en compte. Après, bon, ce n'est pas les questions auxquelles on peut forcément répondre comme ça. C'est assez large. Maintenant, bon, malheureusement, en plus, l'émission arrive à terme. Donc, si vous avez peut-être un mot de conclusion par rapport à ça, bon, vous aurez 1 minute ou 2 pour nous dire vraiment, grosso modo, qu'est-ce que vous conseillez aux gouvernants, qu'est-ce que vous conseillez au peuple, c'est-à-dire aux gouvernés, et qu'est-ce que vous conseillez, je ne sais pas si on peut dire les culturalistes, hein, mais tout ce monde-là qu'il y a autour de la culture, pour que finalement chacun y gagne et que l'humanité y gagne. L'inventaire de ce qui nous est utile pour nous développer et transmettre, en raison de cette rupture de transmission à nos enfants, voilà.
l'inventaire de ce qui nous est utile. Avant de demander la restitution, faisons un inventaire de ce qui nous manque, de ce qui a été perdu. Prenons les mesures, mettons les structures en place adéquates. Allons chercher, je leur dirais cherchez, cherchez et cherchez encore. Cherchez le savoir, quand vous le trouverez, à ce moment-là, vous pourrez demander de manière totalement légitime, elle est légitime, mais quand les œuvres seront là, quand les pièces seront là, quand les artefacts seront là, s'ils viennent, parce que peut-être que parfois on va se rendre compte que finalement ce n'est pas utile et que nous sommes en mesure de reproduire, en tout cas pas de reproduire, mais de produire ce qui nous convient. Et que finalement ces œuvres, ma foi, appartiennent ailleurs, mais nous ce qu'il nous faut c'est de pouvoir continuer à générer cette créativité, à générer d'autres pièces et à ne prendre que ce qui nous est indispensable, mais gardons notre créativité et notre savoir-faire avec une volonté politique très forte, avec un cadre juridique et une réflexion de tous les acteurs des communautés. Okay. Enfin, une citation qui vous marque, qui vous a marqué. Une citation. Une citation. Et puis un vœu pour le Mali et pour les Maliens. Mais vous avez 35 30 secondes. Oui, à peu près. 30 secondes. Je suis très attachée à ce que l'on appelle Donia. La connaissance. Et Donia, la connaissance. Et j'aimerais qu'il n'y ait plus de savoir perdu, d'objets perdus et de personnes perdues. Fin tunune, moro tunune, kuma tunune. Donc retrouvons notre camp, voilà. Retrouvons cette langue, retrouvons la langue du savoir. Réapproprions-nous ce champ-là. Le verbe, comment dirais-je, est créateur. Donc retrouvons le verbe. Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous donc dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.